Donc bonjour à tous, donc moi c'est Marie-Myriam Arnoux, donc effectivement j'ai été assistante sociale un certain nombre d'années sur le service de génétique du CHU de Dijon et actuellement j'ai des missions de chargée de mission sur la plateforme d'expertise maladies rares et du coup je suis accompagnée d'Hélène. Hélène Sfer, psychologue clinicienne dans le service de génétique, donc avec Marie-Myriam Arnaud. Voilà. Voilà, donc l'idée, alors effectivement on va essayer de faire un état des lieux en tout cas de ce qui peut se jouer entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est un vaste sujet. En tout cas, on peut démarrer avec quelques chiffres. Alors aujourd'hui en France, donc selon les approches et les classifications médicales, 1 à 2% des enfants seraient porteurs d'un handicap sévère à moyennement sévère. Donc environ 400 000 foyers avec un enfant en situation de handicap et 88% des foyers ont vu leur activité professionnelle impactée par la situation de handicap de leur enfant. 54% de ces enfants en situation de handicap pour les moins de 3 ans sont gardés exclusivement par au moins un des deux parents. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est que 47% des aidants, toutes situations d'aidance confondues, c'est-à-dire que la particularité du parent aidant, lui va être aidant de son enfant, mais sera pris en sandwich aussi sur l'aidance potentielle d'un parent vieillissant. Donc on va être des fois sur des particularités de double aidance. Donc 47% des aidants ont une activité professionnelle, donc ça représente un salarié sur 10 en France qui serait en situation d'aidant. Alors ce sujet soulève la question de la répartition des tâches. Moi, j'ai voulu en fait vous donner un petit peu des différentes dates en fait qui montrent l'évolution autour de cette répartition. En 1791, la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. En 1907, les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire. Le congé maternité est créé en 1909. C'est seulement en 1938 que les femmes peuvent s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur mari. Les femmes obtiennent le droit de vote en 1944. En 1946, le principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et le droit pour les femmes à un congé maternité émerge. Voilà. En 1966, les femmes ont le droit d'exercer un travail sans le consentement de leur mari. En 1970, la loi relative à l'autorité parentale conjointe supprime la notion de chef de famille du Code civil. Le principe d'égalité renommé entre hommes et femmes pour les travaux de valeur égale est reconnu en 1972. En 1983, la loi établit l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En 1993, la loi du 8 janvier affirme le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de tous les enfants, quelle que soit la situation des parents. Enfin, en 2000, l'importance d'une participation équilibrée entre hommes et femmes à la vie familiale et professionnelle est soulevée. Ensuite, en 2002, il y a le droit pour les hommes au congé paternité. Et en 2006, le Pacte européen pour l'égalité, il réaffirme la nécessité d'atteindre l'égalité dans la vie économique et sociale. La loi vise la suppression des écarts de rémunération. Voilà, du coup, c'est pour vous montrer un petit peu comment on avance en fait, petit à petit vers davantage d'égalité, peut-être une meilleure répartition des tâches. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, on peut voir que le genre influence la manière d'établir les priorités. La question de la conciliation est liée à celle de l'inégalité des sexes, la répartition des tâches domestiques et du soin des enfants. Donc chez les hommes, c'est plutôt la sphère professionnelle qui empiète souvent sur la sphère personnelle, alors que chez les femmes, c'est plutôt l'inverse. Les femmes consacrent souvent plus de temps aux tâches familiales et domestiques, et elles intègrent souvent leur réseau familial, leur entourage, les aides extérieures, pour pouvoir faciliter leur travail. Aujourd'hui, les hommes ont une volonté croissante d'accorder du temps à leur famille, les choses évoluent. Les femmes développent des stratégies personnelles pour mieux gérer cette articulation famille-activité professionnelle. Après, ça dépend de l'emploi, du niveau hiérarchique, s'ils ont des enfants, s'ils ont plusieurs enfants, l'âge des enfants, et s'il y a une garde alternée en cas de séparation. Voilà. Donc ça, c'était pour montrer un peu l'évolution.
Euh, donc du coup, par la suite, c'est vrai qu'on s'est intéressé à chercher un peu, ben voilà, on n'a rien inventé hein, dans la littérature, les principaux facteurs qui vont impacter la vie professionnelle, en tout cas dans la situation, dans le cas de la situation de l'aidance. Donc les principaux points qui ont été pointés, donc en premier temps, c'est la nécessité d'une disponibilité pour les soins ou examens de l'enfant, toutes les démarches administratives qui vont être liées à la situation de handicap, donc que ça soit MDPH, enfin tout classiquement, toutes les démarches administratives qu'on peut avoir autour des prises en charge. Ça va être aussi l'absence de mode d'accueil adapté aux besoins de l'enfant, donc que ça soit les mercredis ou pendant les vacances. Une scolarisation ou une prise en charge qui peut parfois être à temps partiel, ou alors qui peut être complètement absente aussi, l'absence de prise en charge scolaire ou médico-sociale, et aussi bah, de fait l'absence de mode de garde complet. Alors, du coup, on va voir les conséquences du manque d'équilibre entre le domaine professionnel et le domaine personnel. Alors, il peut y avoir une insatisfaction familiale, voire une insatisfaction personnelle. Ça peut créer aussi des problèmes de santé. On le voit par exemple en cas de burn-out, mais parfois ça ne va pas jusque-là. Mais en tout cas, les parents peuvent être stressés, épuisés, voire déprimés. Euh, et puis, on constate aussi des problèmes de rendement, que ce soit voilà, une insatisfaction du côté personnel comme professionnel. Ça peut être compliqué de concilier les deux. Du coup, ça nous paraît important de déterminer, enfin là c'est des pistes un petit peu, hein, d'établir des priorités en déterminant un peu ses valeurs, ce qui est important pour nous, même si on a conscience que voilà, après il y a ce qu'on souhaite et puis ce qu'on peut mettre en pratique. Mais en tout cas, on peut essayer de planifier son temps, s'organiser, savoir bien s'entourer, ça peut être important quand on a par exemple de la famille pas très loin ou des amis. En tout cas, savoir demander de l'aide, accepter de déléguer sans forcément culpabiliser, ça peut être quelque chose qui peut aider. Ça me paraît important aussi d'apprendre à se connaître en repérant ce qui nous aide. Bien souvent, je dis aux familles que voilà, si je les sens fatiguées, épuisées, qu'en fait, il faut quand même essayer, quand on est à deux notamment, de ne pas trop attendre et de penser à soi un petit peu, ne serait-ce qu'une demi-heure par-ci par-là, ça peut tout changer. C'est important en fait de prendre soin de soi pour pouvoir continuer de s'occuper de ses enfants le mieux possible. Autrement, autre chose, avoir une bonne hygiène de vie, bah, du coup ça passe par ça, avoir des temps en couple aussi, pas que pour soi. Et puis sinon, de manière générale, avoir une attitude positive, limiter les besoins d'approbation. Ce qui est important, c'est tenir compte de ses priorités à soi, ce qui nous paraît important pour nous. Et puis aussi d'être dans le présent, pas forcément toujours penser à ce qui nous frustre dans le passé ou ce qui s'est mal passé. Voilà, donc tout ça, c'est un petit peu des pistes. Après, je sais que voilà, ça règle pas tout, hein, mais c'est voilà, des pistes de réflexion. Alors là, on va aborder une grosse partie, mais plutôt partie administrative, du coup, sur alors quels sont les dispositifs congés, entre guillemets, existants à l'heure actuelle. Donc vous allez voir, bon, ça fait un peu catalogue, mais je pense que c'est important de savoir à quoi on peut prétendre et ce à quoi on a le droit. Déjà, ça passe par ça en fait, hein, c'est déjà être renseigné et savoir vers qui se tourner. Euh, donc du coup, dans un premier temps, alors il y a le congé, donc il existe un congé pour l'annonce d'un handicap ou d'une pathologie d'un enfant, d'une personne salariée. Donc c'est-à-dire que à l'encours en fait d'une annonce d'un handicap ou d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez votre enfant, vous pouvez bénéficier d'un congé de 2 jours minimum. Donc là, c'est non soumis à une condition d'ancienneté pour pouvoir prétendre à ce droit. Et ce congé doit être pris dans la période où se produit l'événement. C'est-à-dire que si le diagnostic a été posé il y a 2 ans en arrière, on ne peut pas le demander. Voilà. C'est pour ça que c'est important de connaître ce congé et de pouvoir en parler autour de soi également. Donc durant ce congé, vous êtes rémunéré.
Dans un deuxième temps, il y a la question du congé de paternité et d'accueil si l'enfant né est hospitalisé dès sa naissance dans une unité de soins spécialisés. Donc typiquement, service de réanimation, service de médecine néonatale, voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de retour à la maison à la suite de l'accouchement. Et donc ça, le père salarié, donc faut que le père soit en, en emploi en tout cas. Il y a un congé spécifique donc qui est ouvert depuis quelques années maintenant euh, et qui est de 30 jours. Donc ça, c'est pareil, ça reste assez nouveau. C'est pas très très connu, mais bon, c'est important de le savoir en tout cas, et ça peut aider, en tout cas soulager aussi la maman dans les premiers temps. Et puis nous, on le voit sur le terrain à l'hôpital, c'est jamais évident, enfin voilà, de voir son enfant hospitalisé. À un moment donné, la maman ne sera pas gardée dans les services de maternité. Donc voilà, après, elle va se poser la question plus ou moins si les parents n'habitent pas dans la ville du lieu d'hospitalisation, plus ou moins trouver un hébergement, enfin voilà. Donc ça permet en tout cas d'avoir 30 jours de disponible pour le papa et qui se surajoute au congé classique. Ensuite, donc il y a trois types de congés. Donc il y a le congé de présence parentale du salarié. Donc ça c'est classiquement ouvert quand un des deux parents dont l'enfant à charge, dont l'état de santé de l'enfant nécessite en tout cas une présence soutenue et des soins contraignants. Ça, c'est un congé qui s'ouvre sur une période de 3 ans et qui octroie un bénéfice de 310 jours à prendre soit à temps complet, soit à temps partiel, et aussi en demi-journée. Ça, c'est un peu une nouveauté. Et du coup, la rémunération de ce congé passe par la CAF. Donc voilà, donc il se fait en deux parties. Après, s'il y a des questions sur ce sujet-là, on pourra aller un peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, il s'ouvre d'un côté via l'employeur, en tout cas en termes de congé transparental, et les rémunérations s'ouvrent en parallèle via un dossier d'allocation journalière de présence parentale à la CAF ou MSA dont relève le parent. Donc un peu à l'identique, c'est un peu le même schéma. Il y a le congé de solidarité familiale. Donc là où celui-ci, ça sera plutôt dans le cadre d'une fin de vie d'un proche. Et le congé de proche aidant, où là, ça permet de s'occuper d'une personne en situation de handicap ou une personne âgée ou une personne en perte d'autonomie. Mais très classiquement, chez le parent, c'est plutôt le congé de présence parentale qui prime, étant donné le bénéfice en durée qui est beaucoup plus large que les deux autres congés. Donc après, en termes de congés payés et RTT, donc il y a au niveau législatif, il y a des choses dont on n'a pas forcément connaissance, mais en tout cas, il y a le bénéfice de congés supplémentaires. Donc il y a 2 jours de congés supplémentaires par an dont les salariés peuvent bénéficier par enfant à charge de moins de 15 ans, mais conditions d'âge non requises en cas de situation de handicap, dès lors que l'enfant vit au foyer de ses parents. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose à demander en tout cas à l'administration dont on dépend. Et puis après, dans certaines entreprises, alors pas forcément que la fonction publique, où ça marche aussi dans certaines entreprises, il y a les dons de jours de repos. Donc les salariés peuvent sous condition renoncer à tout ou partie de ces jours de repos non pris, en tout cas pour les mettre dans la balance des dons de jours de repos, pour permettre à un moment donné à un parent en situation, enfin voilà, soit dans l'attente de l'ouverture d'un congé de présence parentale, pour pallier au manque de jours de congé RTT, de pouvoir bénéficier de jours donnés par ses collègues. Ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien et dont les gens ont de plus en plus connaissance. Euh, donc voilà. Après, il y a des aménagements qui peuvent être faits aussi en termes de législation, notamment sur la durée des congés qui peuvent être pris en une seule fois.
Donc, via certaines dérogations individuelles, on peut normalement, en fait, classiquement, on ne peut pas excéder 24 jours de congés pris en une seule fois, mais des dérogations peuvent être faites pour les proches aidants. Il y a la question du travail de nuit, euh, où le proche aidant va pouvoir refuser un travail de nuit imposé. En tout cas, le travail de nuit, le refus du travail de nuit ne pourra pas constituer une faute ou un motif de licenciement. Voilà. Et en outre, l'affectation sur un poste de jour peut aussi également être demandée. Donc là, classiquement, ces demandes-là, elles vont être en discussion entre les ressources humaines de votre employeur et bien souvent la médecine du travail. Et puis on le voit un peu partout, des aménagements peuvent être imaginés et convenus entre l'employeur et l'employé, du coup pour favoriser la conciliation de l'accompagnement de votre enfant et votre activité professionnelle. Ça rentre, voilà, ça se met quand même de plus en plus en place, notamment avec la question de qualité de vie au travail, où en fait l'employeur se rend compte que finalement aller dans le sens de l'employeur pour lui permettre de concilier sa vie pro et sa vie perso, ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Bon, alors après, effectivement, ça reste de la discussion avec son employeur, mais ça peut se jouer. Et donc voilà. Et donc les aménagements demandés, ça peut concerner différents aspects de la vie pro. Donc ça peut être en termes d'horaire, ça peut être en termes de lieu de travail, ça peut être en termes de déplacement, de nature des missions, des modalités des prises de congés, etc. Et puis, effectivement, en fonction de la situation individuelle, ça peut être convenu en fonction de sa situation individuelle ou alors négocié de façon collective et s'inscrire, par exemple, dans le cas d'un accord d'entreprise qui pourrait être demandé, en tout cas, au sein d'une entreprise. Alors, il y a quelques pistes pour négocier, en tout cas, ces aménagements. Donc, dans un premier temps, ce qu'on invite à faire, c'est d'explorer un peu l'existant. Alors, c'est un petit peu un travail de fond, mais se renseigner sur les possibilités existantes au sein de l'entreprise, des dispositions qui ont peut-être déjà été convenues par le passé dans le cadre donc d'accords d'entreprise, d'accords de branche, etc. Euh, Ça va être essentiel de se rapprocher d'interlocuteurs qui pourront vous guider et vous appuyer dans ces démarches. Donc ça va passer par, alors ça sera pas forcément le cas partout, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, mais il y a des instances de représentation du personnel, il peut y avoir des services sociaux d'entreprise, le service de santé au travail, etc. Donc ça c'est très important de se rapprocher au plus tôt de ces personnes-là. Après, quand vous serez dans le dialogue avec votre employeur, ça va passer par bien expliciter aussi ce que représente votre rôle d'aidant en termes de responsabilité, de contraintes, etc. Alors effectivement, ça va être un peu libre à chacun parce qu'il y a la partie aussi, ça va vouloir dire vous confier à votre employeur en tout cas sur votre vie personnelle. Et puis, réussir à souligner ce que l'expérience d'aidant vous permet de développer ou de renforcer dans votre activité professionnelle. Voilà, c'est moi dans ma vie tous les jours, je traverse ça, ça, ça. J'ai pu, au travers de tout ça, développer des capacités que je vais peut-être pouvoir mettre en œuvre aussi, moi, du côté professionnel au sein de l'entreprise. Voilà, après, c'est des qualités relationnelles, des capacités d'adaptation, etc. Alors, il y a quelques éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Alors, c'est vrai que j'avais trouvé en ligne, il y a le guide Être aidant au quotidien. Enfin, voilà, donc là, je vous ai remis un peu dans le PowerPoint. Il y a le guide Aidants familiaux, guide à destination des entreprises. Bon, ça date un peu, mais il y a des choses qui sont plutôt pas mal. Il y a la ligne santé info droit du collectif interassociatif sur la santé, où on peut bénéficier de conseils de juristes spécialisés, des questions liées à la santé. Voilà, il y a quand même beaucoup de pistes existantes, en tout cas, pour réfléchir à ces questions-là. Euh, Là, je vais en finir avec la question des congés. Donc, par la suite, alors bien évidemment, il y a le dossier MDPH et donc tous les dispositifs pour compenser la situation de handicap. Bon, je ne vais pas m'étaler grandement sur le dossier MDPH parce que bon, on l'a vu et revu. Voilà, je reprends en tout cas. Donc, il y a la possibilité
financière, en tout cas l'AEH de base et des compléments, soit pour frais, il y a le complément pour réduction ou arrêt de travail d'un des deux parents. Et pour embauche d'une tierce personne à domicile. Sur le versant adulte, donc l'allocation adulte en situation de handicap, les différentes orientations vers une structure médico-sociale, donc prise en charge avec ou sans hébergement, et pour solution dite de répit. Donc ça, c'est bien à garder en tête. On peut faire la demande d'une orientation vers une structure médico-sociale pour des solutions de répit, c'est-à-dire que ce n'est pas un accueil permanent, mais on va être sur un volet, sur un format 90 jours à prendre dans l'année, souvent fractionné sur période de 15 jours, pour permettre du répit à la maison, que ce soit pour les parents, la fratrie, etc. Donc la possibilité de demander les cartes mobilité inclusion, donc priorité, invalidité, stationnement, et puis la prestation de compensation du handicap, du coup sur le versant aide humaine ou matérielle. Donc ensuite, au niveau des dispositifs dits de répit, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs choses, donc ça passe toujours par divers questionnements. Donc qu'est-ce que moi, en tant que parent aidant, j'ai besoin et qu'est-ce qui serait bénéfique pour moi? Donc est-ce que j'ai besoin de relais et de soutien à domicile la journée? Est-ce que j'ai besoin de relais et de soutien la nuit? Est-ce que j'ai besoin d'être informée? Est-ce que j'ai besoin d'accéder à des ressources? Est-ce que j'ai besoin de relais et de soutien à l'extérieur de chez moi? Est-ce que j'ai besoin pour les vacances? Est-ce que j'ai simplement besoin de partager, d'échanger? Voilà. Ça va être vraiment dit de pouvoir chacun identifier en tout cas son besoin pour ensuite pouvoir se permettre d'aller chercher les informations au plus près. Alors, pareil, j'ai recensé voilà, où trouver les bonnes infos. Alors, je reste sur des sites un peu généralistes. Alors, c'est vrai qu'au niveau national, servicepublic.fr, là, vous allez avoir accès à tous les différents types de congés pour les personnes en situation de handicap et leurs proches. Voilà, ça va vous informer sur toute la marche à suivre. Ça informe sur les allocations, les aides existantes. Il y a tout est pour le coup bien indiqué. Il y a le site, donc c'est une plateforme d'information et de services, donc mon parcours handicap. Il y a ma boussole aidant. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui existent actuellement sur le net et qui référencent finalement un peu tout ce qu'on a besoin. Il y a des numéros de téléphone dédiés aux aidants. Il y a le service social de l'assurance maladie aussi qui peut aider. Et puis particulièrement dans le champ du handicap, du coup j'ai remis le numéro d'appel national des communautés 360. Donc les communautés 360, c'est ce qui prend un peu le pan à la suite du zéro sans solution à la MDPH. Donc après les communautés 360, donc elles vont être départementalisées parce qu'elles sont adossées au MDPH et selon les départements, elles peuvent être plus ou moins portées par le milieu associatif ou autre. Ces communautés, on va pouvoir y faire appel quand on va être face à une problématique. Soit on a une orientation qui est donnée par la MDPH, mais on n'a pas de place sur une orientation pour notre enfant, par exemple. Donc là, c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas hésiter à solliciter les comités de 360 qui, par le biais de... Après, c'est des grosses réunions avec les ARS, etc., où des fois, des questions des fois, ils débloquent des enveloppes financières pour l'embauche d'un éducateur en surcroît sur la structure. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent se décanter un peu. En tout cas, ils sont là pour trouver des solutions. Ça, c'est leur mission principale. Voilà, j'ai remis un autre numéro de téléphone, c'est espace singulier, voilà, pour les aidants, les malades et les personnes en situation de handicap. Après, au niveau local, donc j'ai repris un peu les grandes entités vers lesquelles on peut se tourner. Voilà, très classiquement, les centres communaux d'action sociale, donc les CCAS. Donc là, ils vont aider sur les aides, sur les démarches administratives, donc ça avec les assistantes sociales dites un peu de secteur, et qui sont censés pouvoir vous orienter aussi vers des services spécialisés. Il y a les dispositifs d'appui à la coordination, donc DAC, qui eux vont apporter des réponses coordonnées aux besoins. Alors, on les connaît de prime abord sur les besoins des personnes âgées.
mais ils interviennent aussi pour la situation de handicap et leurs aidants face à des situations complexes. Bien évidemment, les MDPH, donc, qui ont pour vocation d'informer, d'accompagner les personnes, en tout cas au travers de leurs demandes. Bon, j'ai remis les services socio-hospitaliers. Alors, je sais, pour avoir fait précédemment l'e-rendez-vous où on a pu parler un peu de tout ça et où on se rend compte que sur le territoire, on n'est tous pas forcément servis de la même façon. Mais normalement, il y a un service social hospitalier, en tout cas, qui doit pouvoir vous renseigner. Et du coup, j'ai remis les plateformes d'expertise maladies rares, du coup, qui se sont ouvertes maintenant par région. Donc, c'est vrai que moi, pour y travailler en tant que chargée de mission, je vois qu'on commence à se faire connaître parce que de plus en plus, on a des appels directement de patients ou d'aidants sur des difficultés où là, même si on peut des fois ne pas apporter une réponse tout de suite, on déclenche, nous, en tout cas, des alertes un peu selon la problématique rencontrée pour vous permettre d'avoir une réponse au plus près de votre besoin et le plus rapidement possible. On ne vous laisse pas tout seul, en tout cas dans la problématique. Il y a les plateformes d'accompagnement et de répit, alors qui vont vous permettre un accès au conseil à une information, donc ça gratuitement. Et ensuite, ils peuvent mettre en place certaines offres d'accompagnement. Par exemple, ils peuvent organiser l'intervention d'une aide à domicile pour permettre à l'aidant de se libérer. Mais par contre, là, effectivement, au niveau, enfin voilà, ça sera pas gratuit. Alors après, on fait du maillage en termes d'aide financière pour que le reste à charge puisse être le moins élevé possible, en tout cas pour l'aidant. Donc voilà. Et puis donc effectivement, on voulait vraiment pointer du doigt en tout cas que la conciliation du rôle d'aidant et de sa vie professionnelle, elle est très importante, et notamment pour éviter l'épuisement. Parce que quand on se dit on tient, et puis finalement on se rend pas trop compte, mais on peut vite être épuisé. Nous, on le voit un peu au quotidien dans les familles qu'on peut accompagner. Donc c'est une question vraiment à amorcer au plus tôt, je pense. Parce que voilà, l'aide à un proche en situation de handicap, elle va demander un fort investissement de la part du ou des parents aidants, ou de l'aidant un peu en général, parce qu'on voit bien, il n'y a pas forcément que le parent, des fois il y a la sphère familiale, il y a la fratrie, il peut y avoir les grands-parents, enfin voilà, c'est l'aidant un peu au sens large. Et puis la situation d'aidant, c'est un engagement qui est particulièrement difficile à tenir. Voilà, quand on doit concilier sa famille, son travail, on le voit bien, c'est compliqué. Et du coup, le risque là-dedans, c'est de vous oublier et de vous épuiser rapidement. Encore une fois, c'est quelque chose on peut constater quand même assez souvent dans les accompagnements de familles qu'on propose. Et, et pour éviter enfin, voilà, d'en arriver là, c'est voilà, de se permettre en tout cas d'ouvrir le dialogue le plus tôt possible dès qu'on sent une complication, que ça soit, voilà, soit lié au travail, enfin voilà, c'est tout un peu dans sa globalité, mais en tout cas, il ne faut vraiment pas hésiter à se retourner vers les professionnels qui vous accompagnent pour réfléchir tous ensemble à comment trouver quelle solution, en tout cas, on peut trouver le plus rapidement possible. Du coup, je sais pas si je me rends compte qu'on a déjà terminé la présentation. Je ne sais pas si je suis passée un peu rapidement, mais en tout cas, ça va nous permettre peut-être d'échanger aussi tous ensemble, parce que je pense que c'est compliqué de coller un modèle. En fait, chaque situation est très singulière, et donc les réponses qu'on va apporter sont très singulières aussi en face, quoi. Oui. Donc, je trouve que c'est bien qu'on puisse échanger tous ensemble sur la question.